ABK Matin, l'interview. On fait un tour du côté d'Abuja, c'est au Nigeria. On va à la rencontre du docteur Louis-Marie Kagde, c'est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Kagde et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie et puis bonjour à Didier aussi. Bonjour à tous nos amis qui sont en studio. Vous m'avez manqué une semaine, c'est comme si on a passé une éternité sans parler. Rassurez-vous, vous nous avez aussi manqué. Et je m'excuse auprès de nos aimables auditeurs. Oui, il vous le pardonne, docteur Louis-Marie Kagde. Avec vous, on parle de ces inondations survenues dans la région de l'extrême nord, notamment dans le département du Mayo-Danaï et dans la localité de Yagua, de ces inondations et de ses conséquences économiques. On parle beaucoup des sinistrés, des pertes enregistrées, des maisons détruites, des centaines d'hectares de cultures détruites également, du bétail perdu. Et aujourd'hui avec vous, on va essayer d'évaluer tout cela, docteur Louis-Marie Kagde. Oui, madame, les inondations dans la partie septentrionale du Cameroun ne sont pas une fatalité. Oui. Je voudrais bien qu'on insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de fatalité du tout, au contraire, il s'agit d'une opportunité pour notre développement, notamment le développement agricole. Et ce qui se passe simplement, c'est qu'il y a une action qu'il faut mener et la dernière qui a été menée date de 44 ans. Et donc c'est un déficit d'investissement. Oui. La dernière digue qui a été construite dans le Mayo-Danaï, à cet endroit-là, date de 1978. Madame, 44 ans après, le gouvernement du renouveau et les gouvernements les différents responsables qui se sont succédés jusque-là n'ont pas pensé à faire un autre investissement pareil. Oui. Et c'est ce qui cause les inondations. Il y a soit surabondance de l'eau pendant ces périodes de saison de pluie et ensuite rarification de l'eau pendant la période de saison sèche qui dure 9 mois. Et donc nous avons tout intérêt comme à Maga de faire la rétention de l'eau. À Maga, vous avez la rétention de l'eau sur 19 km. Oui. Ce qui permet de faire de cet arrondissement, nous sommes dans le Mayo-Danaï, de faire de cet arrondissement un bassin de production. Et c'est un bassin de production de riz et on produit toute l'année. À cause de la rétention de l'eau, à cause de la digue de Maga, qui est sur 19 km. Donc cet investissement a été fait en 1978. Et nous sommes d'accord que si on fait encore un autre investissement sur 17-18 km, il n'y aura pas d'inondation. Parce que si vous lâchez la digue de Maga, ça va encore créer l'inondation dans la zone. Et donc, il faut simplement construire notre digue et le tout est joué. Or, pour la construction de cette digue-là, il ne faut pas les œufs de la tête. Ce que nous dépensons pour Boko Haram suffit largement pour construire et les causes de l'extrémisme violent sont connues. Il y a entre autres la marginalisation économique. Il est venu le temps pour qu'on mette ces questions-là sur la table et que l'on procède au développement de l'extrême nord, qui au Cameroun en 2024 est une zone économiquement sinistrée. Oui. Et donc, ça veut dire une zone économiquement marginalisée. C'est officiel, il y a un décret du Premier ministre là-dessus. Et donc, ce qu'il faut faire au Cameroun aujourd'hui, c'est ça. Et on me dit non, il y a le plan présidentiel. Le plan présidentiel est un plan d'urgence. C'est un plan qui cette année, a une centaine de milliards, mais qui vise à reconstruire les localités détruites par Boko Haram. Ça ne vise pas le développement. Il est temps de penser à faire des investissements nécessaires dans l'extrême nord. L'extrême nord est un bassin de production
au Cameroun, c'est le bassin céréalier. Et la crise alimentaire dont nous parlons depuis très longtemps, c'est parce que la sécheresse également, quand c'est le tour de la sécheresse est dévastatrice. Oui. Aujourd'hui, c'est le tour de l'inondation. Dans 2 mois, on va plutôt parler de sécheresse. Madame, il est venu le temps de prendre la décision qui s'impose. Cette décision-là, c'est de réussir l'équation de la rétention de l'eau dans la partie septentrionale du Cameroun en général et dans l'extrême nord en particulier. Il y a surabondance de l'eau qu'il faut retenir pour que pendant les 9 mois de saison sèche, cette eau-là permette de continuer la production et permet de donner la vie, parce que l'eau c'est la vie. Quand vous voyez des gens dans cette localité-là, parce qu'il n'y a pas eu rétention de l'eau, parcourir 10, 15, 20 km pour aller chercher l'eau à boire, c'est un gros souci. C'est toujours des problèmes humanitaires et c'est dans cette zone également que nous avons 36% des populations qui souffrent de la malnutrition. Et donc il faut absolument mettre ça sur la table et c'est une question d'urgence. Ce serait irresponsable pour le gouvernement du Cameroun de se contenter de partager 1750 aux 200 000 sinistrés. C'est vraiment ridicule. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'adresser cette question de façon holistique et de prendre les mesures qui s'imposent. Cette mesure, je le dis, il n'y a qu'une seule mesure qu'il faut faire maintenant. Il faut construire une deuxième digue comme celle de Maga et le tour est joué. Docteur Louis-Marie Cagde, cette solution semble être pourtant très facile et semble ne pas nécessiter autant d'investissements que ce qui a déjà été fait depuis 2012 où ces inondations surviennent de façon récurrente dans la région de l'extrême nord. Mais pourquoi est-ce que cette solution qui semble être très facile à être implémentée ne l'est pas, selon vous? C'est une question de volonté politique et c'est pour ça que je suis un politique. Moi, j'étais dans la société civile jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les politiques qui sont sur place ne veulent pas prendre les mesures qui s'imposent. Vous ne pouvez pas demeurer dans la société civile et avoir raison et voir que ceux qui prennent la décision traînent à prendre la décision qui s'impose. Je suis entré dans cette histoire avec Bernard Djonga suite au commissariat groupe pastoral de Bolova où les résultats étaient probants, où tout le gouvernement s'est aligné pour manger un pain, le pain incorporé à la farine locale. Et après, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire 15 ans plus tard, ils n'ont pris aucune décision pour faire profiter cette solution qui est plus riche aux Camerounais. Et donc, c'est ridicule. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Nous avons un gouvernement qui ne reste longtemps que parce que ça nous prend par usure. Et pour que l'usure marche, il faut que l'essentiel de la population soit en situation d'indigence, soit en situation de sinistre, soit en situation d'indigence. Parce que les gens qui ne sont pas dans cette indigence, qui ne sont pas dans une situation humanitaire, sont lucides. Et ces personnes-là ne peuvent pas du tout permettre que un gouvernement comme celui-ci, qui nous conduit en brousse, qui sert des intérêts inavoués, que ce gouvernement-là puisse rester. Je vais vous dire que quand on parle de bassin céréalier, ça veut dire que si l'extrême nord produit, alors on cesse d'importer le blé. Madame, au Cameroun, chaque année, on importe le blé pour 174 milliards et 11 personnes se partagent cet argent. Voilà les gens qui prennent le pays en otage et voilà les gens pour qui le gouvernement travaille. Madame, c'est le bassin où on produit le riz. Et si on fait la rétention de l'eau, alors on résout le problème de production, on autonomise le Cameroun en production de riz. Madame, chaque année, on importe au Cameroun pour 1,2 million de tonnes de riz. Ces 1,2 million de tonnes tournent autour de 200 milliards que quelques personnes, ils sont 7 personnes qui se partagent cet argent. Oui. Et quelquefois, les élites locales sont parmi les gens qui importent le riz au Cameroun aujourd'hui. Si je commence à citer le nom, il y a les nordistes. Et c'est eux qui ont intérêt à ce que rien ne se fasse. Parce que si quelque chose se fait, ça va autonomiser les populations et ça va nous empêcher de
va les empêcher à eux de s'enrichir et de s'enrichir follement. Lorsque le ministre des Finances, comme en mars 2021, le 21 mars exactement, prend une décision pour autoriser ces individus du Nord d'importer 200 000 tonnes de riz, le ministre des Finances leur donne des milliards comme ça. Vous comprenez? Oui. Et parce qu'ils ne vont payer ni impôts, ils ne vont payer ni droits, ils ne vont rien payer. Ils vont s'enrichir. C'est ça qui ne marche pas. Et c'est pour ça que ces décisions ne sont pas prises. L'extrême nord est un bassin de production. Et pour qu'on produise, il faut qu'il y ait de l'eau. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour saccager, pour saboter cette capacité de produire localement. Je ne parle pas de maïs, madame. Je ne parle pas de maïs encore. Je ne parle pas de sorgho. Vous sortez ces populations de la pauvreté le jour où vous faites de cette localité un bassin réel de production. Une société brassicole que je peux citer maintenant parce qu'elle est partie, c'est la Guinness. La Guinness, en 2017, a commandé 17 000 tonnes de sorgho pour faire la bière. Madame, la capacité de production à l'extrême nord, en ce moment-là, c'était 4 000 tonnes. Ce qui veut dire que les populations avaient un marché de 12 000 tonnes. Les gens sont allés s'endetter pour le faire. Le gouvernement camerounais a cassé les bêtises. En 2018, ils ont retiré à Guinness l'incitation qui leur permettait de faire, c'est-à-dire un rabattement de 20% sur le droit d'assises. Oui. C'est comme ça que ce gouvernement fonctionne pour que l'on se remette à l'importation du sorgho. C'est ce qui s'est passé. Et donc, on est pris en otage par des importateurs. Et c'est parce qu'il y a des importateurs qui sont véreux, avec certains fonctionnaires véreux, que rien ne bouge. Il est temps pour les populations de prendre leurs responsabilités et donc de faire en sorte de forcer la main, soit de forcer la main à ce gouvernement pour obtenir les décisions qui s'imposent, ou alors de chasser ce gouvernement. Plus simple. Il n'y a pas de solution pour ça. Voilà un peu la situation. Donc, ce n'est qu'une question de volonté politique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution. Au niveau scientifique, tout est prêt pour fournir à l'extrême nord de l'eau qu'il faut. Soit on retient l'eau, pendant la saison pluvieuse, il n'y aura pas d'inondation, il n'y aura pas de situation humanitaire, il n'y aura pas de mort. On n'aurait pas besoin de venir insulter les gens avec 1750 francs. Les gens vivraient avec leur dignité, leur fierté d'être Camerounais. Alors, c'est ce que Ali Jono a demandé que nous restions. Un peuple fier, digne. Mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? C'est un peuple où tout le monde fuit au Canada. Oui. Tout le monde est frustré. Tout le monde ne veut plus de ce pays parce que le gouvernement nous chasse. Voilà tout. Docteur, voilà un peu le tableau, madame. Docteur Lumari Kagde, pour la réhabilitation du pont de Yagua qui s'est effondré à l'issue de ces inondations du côté de cette localité, une entreprise tchadienne a été sollicitée pour ce travail et il y en a qui ne comprennent pas comment on en est à solliciter une entreprise tchadienne pour réhabiliter ce pont alors que sur place au Cameroun, on pourrait avoir l'expertise nécessaire. Le gombo, quelqu'un a déjà eu ses rétrocommissions derrière. Et c'est ça. Est-ce qu'un appel d'offres, est-ce qu'on a respecté les procédures de passation de marché? La réponse est non. Si on avait respecté les procédures de passation du marché, vous verrez qu'il n'y aurait pas de problème. Les gens auraient soumissionné. Oui. La réponse est non. Et donc, même dans un sinistre, les gens trouvent quand même ont quand même le courage, madame, de privilégier les intérêts égoïstes. C'est ça qui est terrible dans ce pays et c'est ça qu'il faut absolument casser. Mais je dis absolument casser. Que les Camerounais acceptent encore ceci pendant 2 ans, c'est que, franchement, nous ne menons pas ce pays et que chacun doit partir. Ça n'a pas de sens. Et donc, les procédures de passation de marché n'ont pas été respectées. Et donc, les individus font de ça ce qu'ils veulent. Même sur le sang des Camerounais. Et nous devons commencer à comprendre que nous avons sur la scène des personnes qui veulent marcher sur le sang des Camerounais pour exister, pour vivre, pour avoir leur émergence. Nous autres,
on refuse de marcher sur le sang du Cameroun. Et j'appartiens à un parti politique qui, depuis les années 1992, reste droit dans ses bottes. On ne marchera pas sur le sang du Camerounais pour arriver au pouvoir, ou pour obtenir le pouvoir. Mais aux Camerounais de comprendre ça et aux Camerounais de faire leur choix, leur libre choix. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui, nous nous évertions d'expliquer aux populations. Voilà les réalités crues que vous mettez sur la table et des choses qui doivent commencer à interpeller les uns les autres pour que maintenant et plus que jamais, nous puissions redresser ce pays. En anglais, on dit « rescue the country ». C'est quelque chose qui va dans le sens de sauver, de délivrer, je ne sais pas, le démon, ce pays, et de l'arracher des mains des démons qui, à tous les niveaux, pilotent les différents politiques publiques et prennent des décisions qui sont toutes sauf des décisions bonnes. Oui. Docteur Louis-Marie Cacquedeux, ces inondations ont perturbé la rentrée scolaire des élèves de ces localités-là. Il faut dire, pour celles qui sont restées dans la partie sud du pays, elles sont confrontées, les parents, les populations, les élèves également, à la cherté du matériel scolaire. Et pour ceux qui ont la chance d'en trouver, parce qu'il faut dire aussi que pour ce qui concerne le manuel scolaire, de nombreux libraires jusqu'aujourd'hui attendent toujours de pouvoir réceptionner les conteneurs qu'ils ont commandés dans ce sens-là. Et on parle justement de cette cherté du matériel scolaire. À quoi est-ce qu'elle peut être due, cette cherté? Septembre, madame. Oui. Les libraires n'ont pas encore reçu les livres. Oui. Ça a un sens. Dans un pays normal. Peut-être aussi n'ont pas passé les commandes à temps. Dans un pays où nous avons une imprimerie nationale, j'ai toujours une logique quand j'interviens, madame. Oui. L'autonomisation du Cameroun, la production locale au Cameroun. Oui. Expliquez-moi, sur le plan économique, qu'est-ce qui peut motiver un gouvernement normal de faire que 100% des livres soient imprimés à l'étranger? Expliquez-moi, madame. C'est-à-dire que nous avons une imprimerie nationale qui est là pour la cause, ils n'utilisent pas, c'est public, et cette imprimerie nationale tourne sous régime parce qu'il n'y a pas de marché. Et nous avons les livres qui sont un marché. Je vais vous dire que la chaîne de valeur des manuels scolaires au Cameroun, c'est minimum 1000 milliards au Cameroun. Je dis 1000 milliards. Oui. La chaîne de valeur Et donc, madame, expliquez-moi comment un gouvernement normal, avec des gens lucides, peut prendre la décision que 100% de manuels scolaires au Cameroun s'impriment en Asie. Et allez, expliquez-moi. Et qu'on soit en train de parler de retard, qu'on attend que ça vienne, on attend qu'on ne peut pas imprimer au Cameroun. Expliquez-moi ce qu'il y a sur les livres qui dépasse les imprimeries que vous avez à Douala. Expliquez-moi si ça fait un sens quelque part. Vous m'expliquez. Moi, volontairement, j'accepte d'être aussi bête sur cette question-là. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on ferme CPR, qui était une imprimerie dédiée aux manuels scolaires? Le gouvernement camerounais opte pour la fermeture de ces pairs avec des machines neuves. Chacun peut aller visiter ces pairs. Ils ont abandonné ça pour se mettre à l'importation des livres et des manuels scolaires, de la maternelle à l'université. Oui. Ça a un sens. Ils ont fermé ces pairs. Et le ministre qui avait osé à l'époque, Charles Etoudi, de regretter mémoire, qui avait osé à l'époque, 1998, je me rappellerai toujours, lancer la collection Les Champions. Quand il a été nommé ministre, il était proviseur du lycée Leclerc, général Leclerc. Oui. Et donc, lui n'était pas dans les micmacs des autres personnes. Il est venu faire ce qu'un Camerounais normal peut faire. Il a réhabilité ses pères.
Il a fait 8 mois, madame, on l'a viré. Oui. On l'a viré, il a fait 8 mois. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi Charles Etoudi est le seul ministre de l'éducation qui n'a duré que 8 mois. On l'a viré pour mettre encore un colon qui a fermé la collection Les Champions pour remettre ça à 100% à l'étranger. Et si vous observez bien, et les parents qui nous écoutent doivent être en colère parce que c'est une histoire qui est une grosse trahison pour notre pays. Oui. Quand nous avions la collection Les Champions, le livre scolaire, le livre le plus cher coûtait 1000 francs. Madame, le livre le plus cher coûtait 1000 francs. Mais expliquez-moi pourquoi. Est-ce que les éditeurs nous expliquent qu'ils vont imprimer moins cher en Asie et ils reviennent vendre 5 000, 6 000, 10 000? Expliquez-moi pourquoi. Et le gouvernement qui doit même assurer la régulation ne fait rien. C'est une grosse mafia, madame. Oui. Et cette mafia se fait sous le dos des parents, sous le dos des citoyens, sous le dos des consommateurs. Et personne ne bronche. Ça n'a pas de sens. Ça ne se comprend pas. Quand on a imprimé nos livres à CPR, c'était 1000 francs. Oui. Prenez les livres là, n'importe quel livre. Allez chez n'importe quel libraire. Appliquez le prix que vous voulez. Ça n'atteindra pas le prix qu'il y a à la librairie. On nous explique qu'on va en Asie parce que c'est moins cher. Mais si on va imprimer moins cher en Asie, et ça, Dieu seul sait que je connais les prix en Asie, pour venir au Cameroun faire 1000% de marge, vous comprenez que c'est non seulement capitaliste, mais c'est méchant. C'est méchant. Docteur, c'est là où on en est. Oui. Docteur Lumari Au point où on nous Kakde, explique oui. qu'il y a retard. Il y a retard pourquoi? Il y a quelle imprimerie à Douala qui ne peut pas faire les livres? On m'explique. Et les imprimeurs se sont même organisés, madame. Les imprimeurs ont créé d'abord une interprofession pour dire au gouvernement camerounais que ça s'appelle le JIPIAC, pour dire au gouvernement camerounais que quel que soit le cas, nous on prend le marché là. Oui. Si vous nous dites même que c'est une semaine, on s'arrange au sein de notre groupement pour vous livrer. Oui. Le gouvernement camerounais a ignoré ça. Ils ont même créé un syndicat. Ils ont cassé ça. Madame, voilà les réalités. Il n'y a pas de raison que les livres coûtent plus de 1000 francs. Prenez n'importe quel livre. Vous vous dites que si vous voulez me photocopier, oh, la photocopie coûte plus cher que l'imprimerie. La photocopie coûte plus cher que l'imprimerie. Donc, prenez n'importe quel livre scolaire. Vous dites que vous voulez photocopier, vous n'allez pas payer 1000 francs. Oui. Mais d'où vient-il qu'on aille à l'imprimerie, d'une part, et que cette imprimerie se fasse en Asie, d'autre part, et ça coûte 3 000, 4 000. Pourquoi? Docteur Lumari Kakde, vous nous dites Donc, des choses. Voilà oui. un peu le scandale de cette histoire. Oui. Et aux parents qui nous écoutent et à l'ensemble de nos concitoyens, que nous comprenions qu'il n'y a plus une seule raison de continuer à subir ce système. Il est venu le temps de mettre fin à ce cycle. Merci, docteur Lumari Kakde. Vous interveniez depuis Abuja ce matin. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur l'émission ABK Matin. C'est moi qui vous remercie,